L'altiplano. De hautes plaines accidentées au cœur des Andes boliviennes. Avec ses imposants pics volcaniques et ses lacs aux couleurs éclatantes, c'est l'un des derniers grands espaces sauvages d'Amérique du Sud. Une terre qui abrite un vaste désert de sel dont la beauté surnaturelle lui vaut le surnom de paradis sur terre. Le berceau d'une activité volcanique qui remonte à l'ère préhistorique. Et un havre pour une faune hors du commun. Découvrez des images inédites de l'une des régions les plus préservées et les plus sauvages de la planète. L'altiplano bolivien. Un haut plateau désolé qui s'étend sur 800 km, entre la partie orientale et occidentale de la cordillère des Andes. Altiplano signifie haute plaine. Cette vaste étendue désertique balayée par les vents se trouve à une altitude moyenne de 3600 mètres. C'est plus haut que de nombreux sommets dans les montagnes rocheuses. Deuxième par sa taille après le plateau du Tibet, l'altiplano est né d'une collision titanesque entre le fond de l'océan Pacifique et le continent sud-américain, il y a des millions d'années. Des profondeurs de l'océan ont surgi deux chaînes de montagnes entourant un haut plateau. À la pointe sud de l'altiplano, près de la crête des Andes, s'étend une plaine blanche comme la neige, si vaste et si parfaitement plate que son existence même semble incroyable. Le désert de sel d'Uyuni. Le désert de sel d'Uyuni est magique, époustouflant. Ce sont des milliers de kilomètres carrés de sel entourés par des volcans. C'est magnifique. C'est le mois de janvier, la saison des pluies à Uyuni. Une fine couche d'eau recouvre par endroits cette immense étendue de sel. Avec plus de 10 000 km², c'est le plus grand désert de sel au monde. Sous cette croûte épaisse et dure recouverte d'eau de pluie, 10 milliards de tonnes de sel sont emprisonnées. Le salar, comme on l'appelle en espagnol,
est si vaste et d'un blanc si éclatant qu'on peut le voir depuis l'espace. Pour vider entièrement ce désert de sel, il faudrait une pelleteuse creusant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 40 000 ans. Une couche de sel dur de 20 cm d'épaisseur scintille sous le soleil brûlant. Sous cette croûte, le sel trempe dans une eau saumâtre sur une profondeur pouvant aller jusqu'à 120 mètres. Mais la surface dure et sèche se rétracte sous les rayons du soleil. Elle se craquelle, et le sel, en se soulevant, dessine un parterre sans fin de dalles hexagonales. Il y a peu d'endroits sur Terre aussi plats qu'Uyuni. Sur une superficie de 10 000 km², la dénivellation est inférieure à 1 mètre. Quand le ciel est dégagé, la NASA utilise les signaux renvoyés par la surface plate du salar pour calibrer ses satellites dans l'espace. Il y a plus de 30 000 ans, cette étendue était le fond d'une mer intérieure qui recouvrait le sud de l'altiplano. Asséchée par un climat aride, la mer s'est évaporée, laissant derrière elle d'énormes réserves de sel accumulées au cours de millions d'années. Sur les 10 milliards de tonnes de sel d'Uyuni, seules 25 000 sont extraites chaque année. Le sel est mis en tas pour être séché. Il est ensuite transporté à Colchani, où il est moulu avec de l'iode et vendu comme sel de table. La récolte est un travail pénible. À 3600 mètres d'altitude, le niveau d'oxygène dans l'air est faible. L'air raréfié des montagnes est rapidement chauffé par un soleil implacable, avec pour résultat un rayonnement UV 3 fois plus fort qu'au niveau de la mer. L'organisme des habitants de l'altiplano s'est adapté à ces conditions extrêmes. Ils ont un volume pulmonaire important et un taux élevé de globules rouges dans le sang. Les gens d'ici sont robustes, car ils descendent de différents peuples. Les Quechua, les Aymara, les Lipès. Ils sont heureux en haute altitude, à proximité des montagnes et des volcans, là où le ciel est bleu et où les étoiles sont étincelantes quand le vent souffle le soir. La vie ici est très rude, avec le soleil et le vent. Nous sommes le peuple de l'altiplano. Ce salar battu par les vents et brûlé par le soleil ne laisse paraître aucune forme de vie. Aucune agriculture n'est possible dans cet environnement stérile.
et la récolte du sel est devenue essentielle pour l'économie locale. Mais dans cette eau saumâtre, sous cette étendue de sel, se cache une richesse bien plus grande. Du lithium. Un métal utilisé pour les batteries des ordinateurs, des téléphones mobiles et des voitures électriques. Uyuni abrite plus de la moitié des réserves mondiales de lithium. Cette ressource naturelle pourrait rapporter plus d'1 billion de dollars à l'économie bolivienne. Le gouvernement bolivien est bien décidé à développer l'industrie du lithium. En 2013, il a ouvert une usine de production près du désert de sel. Au milieu de cette plaine désolée, une colline au contour déchiqueté se détache sur l'horizon délavé. Isla Incahuasi, l'île de la maison de l'Inca. C'est le sommet d'un ancien volcan sous-marin datant d'il y a 40 000 ans, époque à laquelle Uyuni était un lac préhistorique géant. Seul au milieu de cette mer de sel, tels les éléments d'un monument mégalithique, des cactus se dressent vers le ciel parmi des structures coralliennes et des roches volcaniques. C'est incroyable de voir cette roche volcanique au milieu du désert de sel, avec ses cactus. C'est magnifique. Tandis que le soir tombe sur Uyuni, l'eau de pluie à la surface du désert de sel crée un paysage onirique, un gigantesque miroir naturel. Les Quechua disent qu'ici, il est impossible de savoir où s'arrête la terre et où commence le ciel. À 250 km environ au sud d'Uyuni, un lac salé entouré par des volcans rougit sous le ciel de l'altiplano. La Laguna Colorada, le lac rouge. Perché à 4300 mètres d'altitude, c'est un des lacs les plus hauts du monde et aussi un des plus insolites. Il doit sa couleur étonnante à des sédiments rouges et aux pigments de certaines algues brassées par les vents de l'altiplano. J'ai l'impression d'être dans un autre monde. C'est un lieu unique. On se sent plus près du ciel car on est en altitude. C'est comme si les nuages étaient plus bas. C'est incroyable. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens quand je viens ici. Des îles de borax, un minerai utilisé dans les produits détergents,
sont éparpillés dans les eaux froides de ce lac rouge qui s'étend sur 60 km² à travers le désert. La Laguna Colorada est un des plus grands lacs parmi tous ceux qui se sont formés sur l'altiplano lorsque l'eau de fonte des glaciers a inondé ce bassin. C'est magique quand on arrive ici. C'est calme. On voit du rouge sur le lac, du blanc sur les îles de Borax, et il y a les montagnes autour qui veillent sur ce lieu. C'est magnifique car on peut voir les Flamands vivre dans cet endroit paisible. Près de la frontière la plus au sud avec le Chili, au pied d'un majestueux volcan, l'altiplano fait place à un lac salé d'une couleur chatoyante, la Laguna Verde, le lac vert. Une forte concentration d'arsenic et de magnésium donne à ce lac sa couleur turquoise. Cette région de l'altiplano est balayée par un vent glacial. La température peut tomber à moins 30 degrés. Seule la composition chimique unique de ce lac lui permet de ne pas geler malgré le froid. Le vent qui fouette l'eau génère une mousse qui se dépose sur les berges craquelées. Dominant le paysage, un géant s'élève parmi les nuages, telle une pyramide ancienne. Le volcan Licancabur. Licancabur signifie « montagne du peuple » en langue atacamène. À 5900 mètres d'altitude, c'est un des plus hauts volcans des Andes. Son cratère de 400 mètres de large abrite le lac volcanique le plus haut du monde, le lac Licancabur. Même si ce volcan ressemble aux vestiges d'un monde préhistorique tombé dans l'oubli, il n'est pas pour autant éteint. En sommeil depuis au moins 500 ans, il pourrait entrer en éruption à tout moment. Terrifiant mélange de beauté et de force destructrice. On atteint le sommet après 5 heures d'ascension sur des versants escarpés et rocailleux. Les randonneurs doivent affronter les effets physiologiques dus à l'air raréfié, essoufflement et fatigue, sans compter les vents violents qui soufflent à travers l'altiplano. La Laguna Verde est reliée par un petit détroit aux eaux crayeuses de la Laguna Blanca, le lac blanc. Des roches volcaniques noires sont éparpillées sur les berges. Elles témoignent des violents soubresauts géologiques qui ont façonné ces contreforts. Une fine poudre de borax due aux évaporations successives du lac est en suspension dans l'eau, ce qui donne à celle-ci une teinte d'un blanc spectral dans laquelle se reflètent les volcans.
ces lacs regorgent de vie. Le plancton coloré et les algues attirent les flamands, d'où le surnom de nid des Andes donné à l'altiplano. Chaque année, à la fin de la saison de reproduction, on trouve sur ces lacs près de 100 000 flamands. 3 des 6 espèces existantes affluent ici: les flamands de James, les flamands des Andes et les flamands du Chili. Cachés entre des cols de montagne, perchés à 4800 mètres d'altitude, ces habitats accidentés mettent les flamands à l'abri des prédateurs. Peu d'animaux sont capables de survivre dans les conditions extrêmes de l'altiplano. Pour ceux qui y parviennent, tels que les renards et les pumas, les flaques de boue marécageuses qui entourent ces lacs les empêchent de manger les œufs des oiseaux. Malgré des conditions difficiles, les flamands se plaisent dans ces lacs corrosifs. L'adaptation les a dotés d'un bec qui leur permet d'aspirer des crevettes et des algues dans ces eaux salées. Tel un piston, leur langue monte et descend 6 fois par seconde. Elle pousse l'eau dans leur bec et leur permet de filtrer la nourriture. Un flamand du Chili remue la boue avec ses doigts palmés pour faire remonter les algues et le plancton. Chaque espèce de flamand cherche sa nourriture à des profondeurs différentes pour éviter la concurrence. L'altiplano est le seul endroit où ces 3 espèces mangent côte à côte. À 30 km des eaux vertes de la Laguna Verde, l'altiplano offre une vue extraordinaire sur une des plus belles merveilles de la nature. De cet endroit désolé se dégage une étrange beauté. Le désert de Dali doit son nom à sa ressemblance avec les peintures du maître du surréalisme. Avec ce sable et ces roches volcaniques, on dirait un tableau de Salvador Dali. Et ce tableau, avec ce paysage, on peut tout à fait le qualifier de surréaliste. C'est vraiment magnifique. Des formations de roches volcaniques, érodées au fil de milliers d'années par le vent glacial et le sable, se dressent dans ce désert aux reflets cendrés qui s'étend sur 100 km². Ces sculptures façonnées par les ravages du temps hantent ce paysage surréaliste. Dans l'altiplano, en haute altitude, la météo est imprévisible. Il peut y avoir de la pluie, de la neige, du vent, des nuages. Sur ce terrain rocailleux au paysage lunaire, les seules formes de vie apparentes sont de petites touffes de Para brava, une herbe épaisse semblable à des aiguilles de porc-épic qui survit tant bien que mal sur l'altiplano. Encore plus aride que le désert de Dali, voici le désert de Siloli et ses étendues désolées. C'est une des régions les plus sèches au monde. Elle se trouve en bordure du désert d'Atacama, dans l'État voisin du Chili. L'Atacama est un des endroits les plus arides de la planète.
Au nord, là où des mesures sont effectuées, les précipitations annuelles sont inférieures à 1 mm. C'est moins que l'épaisseur d'une pièce de 10 centimes. Les Andes agissent comme un immense pare-pluie de plus de 4000 mètres de haut, qui empêche l'humidité venue de l'Est de descendre sur le désert. Au milieu de ce paysage désolé, une surprenante sculpture rocheuse de 6 mètres de haut s'arc-boute face au vent. L'arbre de pierre. Il doit son nom à sa ressemblance avec le Kenyoa, un arbre chétif qui pousse dans les Andes. Des vents soufflant jusqu'à 65 km/h transportent du sable et des cailloux qui ont érodé ce rocher au cours des millénaires. Plus loin dans le désert, la beauté primitive de l'altiplano est mise à profit. Voici une destination prisée par les grimpeurs. La vallée des rochers et ses reliefs escarpés. Des rochers aux contours déchiquetés, hauts de 45 mètres pour certains, se dressent sur une immense plaine désertique. Sculptés et érodés par le vent au fil des siècles, certains ressemblent à des visages. D'autres ressemblent à des dinosaures dans un paysage préhistorique. Des couches d'ignimbrite, une roche volcanique issue d'éruptions survenues il y a plusieurs millions d'années, s'étendent sur des dizaines de kilomètres. C'est la vallée de Catal. Ce paysage jonché de roches volcaniques témoigne des bouleversements géologiques qui ont façonné ces plaines désolées. Au milieu de ces reliefs découpés et roussis se cache un lieu totalement inattendu. Une oasis aussi verdoyante qu'un gazon anglais offre des pâturages à un troupeau de lamas. Ces animaux sont parmi les premiers du continent à avoir été domestiqués. Ce type de zone humide ne se rencontre que dans les Andes et uniquement au-dessus de 3700 mètres. Les eaux de pluie et de la fonte des glaciers alimentent l'herbe courte et spongieuse qui nourrit les lamas et ponctue cette steppe aride de touches de couleurs éclatantes. Plus de 70% des lamas se trouvent en Bolivie.
Ces camélidés se sont parfaitement adaptés aux conditions de vie extrêmes sur les hauts plateaux de l'altiplano. Ils ont un taux élevé de globules rouges, ces cellules qui transportent l'oxygène des poumons jusqu'aux autres organes. C'est grâce à cela qu'ils supportent l'air raréfié de cet environnement. Dans ces étendues désertiques et inhospitalières, ils peuvent tenir plusieurs jours sans boire, ce qui en fait des bêtes de somme idéales pour les habitants de l'altiplano. Pendant des siècles, on a surnommé ces animaux les cargos des Andes. Des rubans de couleur attachés à leurs oreilles permettent de distinguer les troupeaux de différents éleveurs. Leurs dents et leurs gencives sont adaptées à l'épaisse végétation qui pousse dans les Andes. Des incisives inférieures tranchantes et des gencives supérieures robustes leur permettent de couper les herbes, qui sont ensuite digérées par leurs 3 estomacs. Le lama a une double épaisseur de pelage. En surface, une couche de poils rêches le protège de la rudesse du climat. En dessous, une couche de poils fins l'aide à réguler la chaleur du soleil de midi. Les lamas sont toujours sur le qui-vive. Des pumas rôdent dans ces montagnes et s'attaquent aux plus jeunes membres du troupeau. Dans les prairies qui entourent la vallée de Catal, une autre proie très appréciée du puma s'avance prudemment, le nandou. Ce cousin de l'autruche et de l'émeu est le plus grand oiseau coureur d'Amérique du Sud, avec une taille de près d'1,60 m. Incapable de voler, le nandou possède de longues pattes puissantes pour se déplacer rapidement et éviter les éventuels prédateurs. Ses longues ailes lui permettent de garder l'équilibre lorsqu'il atteint des pointes de vitesse à près de 60 km/h. Au nord de cette oasis, un immense canyon serpente tout au fond d'un étroit précipice rocheux, la vallée de la cité cachée. Ce canyon est aussi vieux que les Andes. Il s'est formé il y a 65 millions d'années, lorsque d'anciens continents sont entrés en collision et que la roche s'est soulevée jusqu'à 7000 mètres d'altitude. Des fractures dans ces parois rocheuses abruptes créent l'illusion de petits bâtiments au loin. Ces vallées où ondulent des formations de roches volcaniques sont emblématiques de l'altiplano bolivien. Malgré leur importance géologique,
nombre d'entre elles n'apparaissent pas sur les cartes. La Bolivie compte au moins une trentaine d'ethnies légalement reconnues et plus de 30 langues officielles. Par conséquent, une vallée peut avoir plusieurs noms. Au-delà de la vallée, au bord de l'altiplano, le plus haut sommet de Bolivie transperce les nuages, le mont Sarama. Haut de plus de 6500 mètres, sa cime reste enneigée toute l'année. Une équipe d'alpinistes acclimatés à l'altitude peut atteindre le sommet en 3 jours. À près de 4900 mètres d'altitude, les contreforts du mont Sarama abritent une des forêts les plus hautes de la planète. Tout comme les cactus, ces queñoas ont besoin de très peu d'eau. Rare est la végétation capable de survivre si près du sommet d'un volcan. Sur ces plaines balayées par les vents, on ne trouve que des animaux suffisamment robustes pour s'adapter à la haute altitude et à la rudesse du climat de l'altiplano. La vigogne, le plus petit des camélidés, est l'ancêtre sauvage de l'alpaga. Son pelage épais et doux retient la chaleur du soleil et la protège des températures nocturnes glaciales. Mais ce qui la protège du froid mordant a bien failli entraîner sa disparition. Chassées pour leur fourrure douce et fine, les vigognes ont frôlé l'extinction au milieu du siècle dernier. Dans les années 70, il n'en restait que 6000. Aujourd'hui, c'est une espèce protégée en Bolivie et il est interdit de les chasser. Les braconniers qui espèrent vendre de la laine de vigogne sur le marché noir s'exposent à des amendes élevées et même à des peines de prison. Voici une viscache, aussi appelée lièvre des pampas. Heureusement pour les viscaches, elles sont en mue permanente et leur fourrure n'a aucune valeur. Elles ont néanmoins un pelage épais qui leur tient chaud, surtout lorsqu'elles prennent le soleil sur les rochers. Bien qu'elles ressemblent à des lapins, les viscaches sont de la famille des chinchillas. Leur coussinet charnu les aide à se déplacer rapidement sur ce terrain rocailleux afin d'échapper aux prédateurs. Plus au sud, dans les contreforts des Andes, des jets de vapeur surgissent des entrailles bouillonnantes de la terre. Ce spectacle naturel est une démonstration de l'intense activité volcanique qui a débuté il y a des dizaines de millions d'années et qui continue aujourd'hui de transformer l'altiplano. À plus d'1 kilomètre de profondeur, des chambres magmatiques chauffent les eaux souterraines qui s'infiltrent dans des fissures de la croûte terrestre. Ces réservoirs d'eau bouillante se transforment en vapeur qui jaillit du sous-sol sous forme de panache dans une odeur de soufre.
Des flaques fumantes alimentées par des chaudrons souterrains bouillonnent et sifflent dans l'air frais de l'altiplano. Un spectacle inchangé depuis des millions d'années. Plus loin sur cette plaine désertique, le champ géothermal fait place à d'autres vestiges d'une époque lointaine. Ces chulpas sont des tours funéraires construites au XIIIe siècle par le peuple Aymara, à l'aide de terre, d'eau et d'herbes. Les Aymara croyaient à la réincarnation. L'entrée de chaque tombeau est tournée vers l'est, où la lumière et la chaleur du soleil levant symbolisent le renouveau de la vie. Avec une chulpa tournée vers l'ouest, l'âme du défunt se serait consumée. Les momies étaient placées en position fœtale en vue de leur renaissance, puis mises dans le tombeau avec des feuilles de cacaoyer, de l'or et de l'argent. L'or représentait le soleil et l'argent la lune, les deux divinités des peuples anciens de l'altiplano. Lorsque les Espagnols vainquirent les Aymara au XVIe siècle, ils bâtirent des églises catholiques comme celle-ci tout le long de l'altiplano. Dans certains petits villages de montagne, beaucoup de gens parlent encore le quechua, la langue des Incas, et élèvent des lamas et des alpagas comme leurs ancêtres l'ont fait pendant des siècles. Plus petits que les lamas, les alpagas ne sont pas utilisés comme bêtes de somme. Ils sont élevés pour leur laine qui sert à confectionner des pulls et des couvertures. Le long cou de l'alpaga l'aide à repérer les prédateurs. Il a un estomac spécialement adapté qui assimile plus de nutriments, ce qui lui permet de survivre en mangeant les herbes épaisses de l'altiplano. Ici, dans cette région des Andes la plus sauvage. Avec ses sommets enneigés et ses lacs colorés, l'altiplano bolivien est une merveille de la nature encore préservée. Un lieu où vivent des animaux qui se sont adaptés à un des habitats parmi les plus hostiles de la planète. Un endroit ponctué de déserts surréalistes, de volcans impétueux et de vastes déserts de sel qui sont restés intacts depuis des millénaires. Ici, près du sommet du monde.